Bien, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire sur favoriser l'utilisation des énergies renouvelables en territoire public. Mon nom est Luc Chiasson, chargé de projet au Conseil régional de l'environnement et du développement durable du Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai également mes collègues, Mme Andrea Lalande, du Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue, M. Isaac Forêt d'Environnement Côte-Nord et M. Martin Bourbonnais, qui est naturellement notre conférencier vedette aujourd'hui. Merci encore une fois, là, tout le monde, d'être présent aujourd'hui à ce webinaire. Naturellement, le webinaire est actuellement enregistré. En fait, on vous transmettra là, également le lien pour les personnes qui étaient inscrites, mais aussi nous allons diffuser l'information par la suite. Veuillez aussi prendre note que tout au long là, de la présentation de M. Bourbonnais, vous pourrez poser des questions à la toute fin, mais au fur et à mesure, vous pouvez aussi transmettre, là, écrire vos questions à questions-réponses. Nous allons prendre en note l'ensemble des questions et les poser lorsqu'on sera à la toute fin, à la période des questions. Sans plus, justement, je tenais aussi dans un premier temps, avant de passer à la présentation de M. Bourbonnais, mentionner que ce webinaire est organisé dans le cadre de la démarche Climat de changement, qui est un projet qui est réalisé avec l'appui financier du gouvernement du Canada. En fait, maintenant, je vais vous présenter assez rapidement M. Martin Bourbonnais, qui est titulaire du Centre Terre là, du Cégep de Jonquière. Centre Terre qui veut dire Technologie des énergies renouvelables et du rendement énergétique. Fait, je vais céder la parole immédiatement à M. Bourbonnais. Fait, Martin, je te laisse faire ta présentation. Puis merci, avant de commencer, encore une fois, merci beaucoup là, de nous permettre de te présenter c'est quoi le Centre Terre, puis aussi de partager tes connaissances. Merci beaucoup, Luc. D'entrée de jeu, bonjour tout le monde. D'entrée de jeu, je voulais remercier évidemment les 3 conseils régionaux de l'environnement qui ont permis d'organiser ce beau webinaire et le gouvernement fédéral également. Je suis très heureux de voir aussi la panoplie de gens qui sont présents. C'est très, très intéressant de voir aussi que ça vient de tout horizon. Il y a des gens d'MRC, des gens de municipalités, des gens institutionnels, ministériels, il y a des gens d'entreprise, il y a des pourvoiries. Puis il y a également aussi des citoyens. Donc, ça, pour moi aussi, c'est extrêmement important. C'est un petit peu dans ce sens-là que ma présentation va essayer de toucher un petit peu à tous ces domaines-là. C'est un défi de rentrer en date de 45 minutes, je vous dirais, un sujet aussi vaste que la transition énergétique. Mais n'hésitez pas, il va y avoir des questions après, là, puis on pourra en discuter par après si vous le désirez. Donc, le plan de match, en gros, qui nous sommes, le Centre Terre. On va regarder l'énergie dans un contexte général jusqu'au particulier. On va regarder également l'énergie dans le contexte d'Hydro-Québec et dans le contexte des sites qui sont hors réseau Hydro-Québec. On va regarder plus en détail tout le volet de la planification de votre futur énergétique, donc ce qu'on appelle les études énergétiques. On va présenter aussi une vision pour la transition énergétique du Québec, les financements disponibles. Également, on va finir avec notre petit nouveau que je vous garde pour la fin. Et il y aura la période de questions et d'échanges. En fait, Terre existe depuis au-dessus d'une quinzaine d'années. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au départ, là, on a lancé ce qu'on appelle une attestation d'études collégiales, une formation de plus de 2000 heures là, qui a été développée dans les années 2008, qui s'est conclue en 2010, la première cohorte avec l'installation de sites écoles, donc de sites sur le terrain, à la baie et à Saint-Bruno également, le groupe de recherche écologique de la baie et le restaurant marchand de Saint-Bruno, où nos étudiants ont pu mettre en pratique leurs connaissances. Ça nous a servi de laboratoire et de tremplin pour, en 2012, obtenir par le CRSNG, le Conseil de recherche en sciences naturelles et génie du Canada, une première chaire de recherche industrielle en énergie renouvelable, ce qui nous a permis dans les 5 années qui ont suivi, les 7 années qui ont suivi, excusez, de faire beaucoup de projets, de commencer à publier, à rayonner, à faire des maillages avec l'industrie. Ce qui nous a permis en 2019 de migrer vers un centre. La Charte Terre est devenue le Centre Terre. Le Centre Terre a permis d'élargir les missions de la recherche à l'aide technique, à la formation. Donc, on a une mission un petit peu plus large. Et depuis ce temps-là, on est intégré au Centre de production automatisée au Cégep de Jonquière.
Depuis 2022, on a eu une très, très belle annonce que je vais vous parler en fin de présentation. Un financement là, d'un nouveau laboratoire qui va siéger à Jonquière d'ici 2026. Donc, je vais vous revenir un petit peu là-dessus. Essentiellement, qui nous sommes? Comme je vous ai dit, on est un centre d'accès technologique du CRSNG, donc en terre. En fait, on est un peu la branche énergétique du centre de production automatisé, qui est un centre collégial de transfert technologique. C'est un peu notre équivalent, mais au niveau provincial. Nous, on est financé par le fédéral. Et ces deux entités-là sont au sein du Cégep de Jonquière. La mission de ces centres-là, elle est relativement simple. Nos projets que l'on fait, on fait plus de 200 projets par année avec le milieu. Les projets, dans le fond, c'est les problématiques de nos partenaires. Donc, ce qu'on fait, nous, on prend les problématiques, on les intègre dans nos structures, on met à profit les connaissances qui existent déjà dans nos différentes. On a 9 techniques physiques au Cégep de Jonquière, ce qui est unique au Québec. On en a en électricité, en bâtiment, en mécanique, en industriel, en urbanisme, en chimie, en environnement, hygiène, sécurité au travail. Et puis, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille ensemble avec les partenaires pour trouver des solutions à leurs problèmes. Les interventions se font de 4 modes différents. Ça peut être de l'aide technique avec du transfert de connaissances pour rendre les gens autonomes dans ce qu'on développe avec eux. Ça peut être des développements de nouveaux produits par de la recherche appliquée, de la formation de main-d'œuvre spécialisée, donc des formations qui ont besoin vraiment spécifiquement pour leur employé. On peut développer et donner ces formations-là. Et tout le volet du maillage, du rayonnement, de la connaissance, un peu comme on fait aujourd'hui. On a vraiment une intervention qui est multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à beaucoup de sujets. On est vraiment dans l'automatisation et la numérisation au niveau industriel, institutionnel, etc. On travaille beaucoup dans l'approvisionnement renouvelable là, et intelligent là, des installations énergétiques. Et on travaille également aussi à développer des nouveaux produits ou des nouveaux services. Que ce soit au niveau de la modélisation, développement de produits, des essais, caractérisation. Et comme vous voyez, on a des projets dans un peu tous ces secteurs-là de l'énergie. Donc, que ce soit l'efficacité énergétique ou toutes les filières énergétiques, hydrolien, éolien, solaire, bioénergie, géothermie. Il y a toujours le stockage qui vient avec ça parce que c'est souvent quand il y a des formes intermittentes d'énergie, il faut avoir du stockage. Je vais vous en parler plus tard. Tout le jumelage intelligent de ces énergies-là. Et aussi le secteur législatif. Donc, où est-ce qu'on peut aider des fois dans les commissions parlementaires à déposer des mémoires pour faire avancer des causes là, pour nos partenaires. Si on commence la présentation, le contexte général, en fait, on sait que les Nations unies, là, à l'horizon 2030, ont des objectifs de développement durable, 16 ou 17 objectifs de développement durable. Et il y en a plusieurs de ceux-là là, qui sont liés directement à l'énergie. J'en cite quelques-uns, là, que ce soit la réduction de la pauvreté, l'alimentation, la santé, l'éducation, l'accès à l'eau potable, tous ces enjeux-là dépendent nécessairement d'un accès à une énergie propre et évidemment le moins cher possible. J'aime beaucoup cette phrase-là, l'énergie est le souffle de vie de la société moderne. Donc, ça dit un peu tout. C'est très difficile de se développer quand on n'a pas accès à l'énergie. C'est un outil indispensable aussi de tout le volet d'affirmation sociale qui est en lien avec ça, qui rejoint un peu le modèle d'idées de la francophonie. Nous, au Québec, on a la chance d'avoir le réseau d'Hydro-Québec, mais il y a plus de 800 millions d'humains sur la planète, dont 200 000 Canadiens, qui ne sont pas plugués à ces grands réseaux énergétiques-là. Ce sont des sites qui sont dits isolés, qui sont souvent alimentés avec des génératrices diesel, qui sont très coûteuses à opérer, puis le water est beaucoup plus cher sur ces sites-là, et polluantes, etc., bruyantes aussi. Au Québec, on est un cas unique au monde. Hein. On est le seul endroit au monde qui chauffe avec des plaintes électriques. Là. Vous ne verrez jamais du monde envoyer des belles ondes sinusoïdales dans des plaintes. Ici, on peut se le permettre, mais ailleurs, c'est différent. Donc, on a vraiment 99 % de notre électricité qui est produite par de l'hydroélectricité. Les autres formes d'énergie renouvelable, le solaire, l'éolien, sont des formes d'énergie que quand j'ai commencé n'étaient pas compétitives, mais désormais sont de plus en plus compétitives au niveau financier avec les nouveaux barrages hydroélectriques Hydro-Québec comme la Romaine, par exemple. C'est très différent, comme je vous dis, sur les sites isolés. Il y a au Québec 22 communautés, dont 14 au Nunavik, dans le nord du Québec, qui sont prises avec les génératrices diesel, mais qui sont pilotées par Hydro-Québec pour leur électricité. Ça représente seulement 0,2 % de l'électricité au Québec, mais 33 % des gaz à effet de serre émis par Hydro-Québec.
Donc, c'est pour ça que la société d'État là, veut travailler là-dessus pour migrer progressivement vers une combinaison avec des énergies renouvelables. Au Québec, quand on est sur le réseau, en général, puis on parle d'énergie renouvelable, il y a en fait deux modes. Soit qu'elle est intégrée de façon centralisée, c'est-à-dire que ce sont des gros parcs solaires, un peu comme les gros parcs éoliens qu'on a au Québec, où ce que l'énergie est envoyée directement sur le réseau d'Hydro-Québec. Il y a aussi le mode décentralisé, qui lui est moins présent, mais qui aurait avantage à être plus présent. C'est-à-dire des gens qui installent, par exemple, des capteurs à la maison, des compagnies, des commerces, etc. Donc, ils peuvent utiliser localement l'énergie et aussi en renvoyer là, sur le réseau d'Hydro-Québec. Reconnaissons certaines réussites qui ont été faites. C'est pas nous qui les avons faites, mais c'est quand même de très belles réussites. Des exemples concrets d'installations solaires au Québec, que ce soit au niveau en haut institutionnel là, à l'Université de Sherbrooke, la bibliothèque de Varennes au niveau municipal, au niveau commercial, là, vous avez peut-être déjà vu chez Simons là, les genres de couverture là, dans les stationnements là, solaires, que ça peut être industriel et ça peut être également résidentiel. Donc, il y a déjà des exemples de cas qui ont bien fonctionné, qui peuvent être, dans lesquels on peut s'inspirer. Si on y va maintenant dans les sites isolés du réseau hydroélectrique, je vous ai parlé des 22 communautés d'Hydro-Québec, mais en dehors de ces 22 communautés-là, il y a des milliers de sites isolés au Québec qui ne sont pas sous la juridiction d'Hydro-Québec. Et ce sont des sites qui nous intéressent, nous, particulièrement au Centre-Terre. Pour les nommer rapidement, il y a plus de 135 000 chalets au Québec. Il y a plusieurs camps forestiers, stations de recherche, communautés, industries qui ne sont pas pluguées sur le réseau hydroélectrique. Il y a environ 500 pourvoiries au Québec, puis au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y en a 29 sur 30 là, qui ne sont pas branchés, donc qui sont des sites dits isolés. Pour les sites isolés, les salaires des employés et les factures énergétiques, c'est les plus gros postes budgétaires pour les gestionnaires de sites isolés. Évidemment, on a besoin de nos employés, donc il faut vraiment agir sur les factures énergétiques. Les gens veulent bien le faire, mais souvent, ils n'ont pas nécessairement les connaissances pour ça. Et les gens qui habitent ces sites-là, par exemple, les touristes pour les pourvoiries, sont de plus en plus jeunes, donc veulent des offres de services vraiment plus écologiques. Donc, nous, la question qu'on s'est posée à la base, donc, comment aider les gestionnaires dans l'approvisionnement de leurs sites, que ce soit des sites isolés ou sur le réseau d'Hydro-Québec? Ben, on s'est dit, ben, l'idée, c'est de les soutenir progressivement dans toutes les phases de la démarche. Je vous présente ici sommairement là, les cinq choses qu'on fait souvent avec des partenaires. On a développé en général une grille d'analyse de développement durable qui permet d'être appliquée vraiment à la réalité des gens avec qui on travaille pour faire un plan de match de développement durable. On fait aussi beaucoup de planification énergétique. C'est là-dessus qu'on va plus insister aujourd'hui. On est capable de les aider à élaborer des financements pour analyser et réaliser les installations d'énergie renouvelable. On fait aussi des diagnostics de fonctionnement. Donc, des fois, il y a des installations qui marchent moins bien. Les gens veulent l'optimiser. On peut les aider là-dedans. Puis, comme je vous ai dit, on a déjà fait des mémoires, des auditions en commission parlementaire, des représentations au niveau des instances. Parlons plus précisément des études énergétiques. Donc, je vais y aller en premier avec les études énergétiques que je dis élémentaires, c'est-à-dire qui sont rattachées à de petites installations, souvent où il y a quelques habitants et qui savent qu'est-ce qu'ils consomment. Donc, par exemple, une maison, un chalet, une cabane à pêche, un véhicule récréatif. Donc, dans ce cas-là, en général, ce qu'on fait il faut identifier le besoin énergétique. Donc, on y va avec un genre de tableau Excel. Donc, ça, c'est un exemple pour une cabane à pêche. On liste à gauche ici tous les équipements là, qui sont consommés. Là, on va voir sur leur plaque signalétique l'information combien ils consomment de watts, ces équipements-là qu'on peut voir ici. Et on estime avec l'utilisateur le nombre d'heures d'utilisation. Comme par exemple, là, la lumière intérieure, c'est 9 watts. Elle est utilisée en moyenne 4 heures, donc ça fait un équivalent de 36 watts-heure par jour. Donc, quand on additionne tous les équipements, ça nous donne dans ce cas-là 222 watts-heure à tous les jours qui est consommé par les habitants. Donc, ça, c'est à partir de ça, de ces valeurs-là, qu'on est capable de dimensionner, par exemple, le nombre de panneaux solaires, les batteries, tous les équipements, dans le fond, pour avoir un système qui est adapté à vos besoins. Puis ça permet aussi de fournir une première approximation des coûts de projet, puis aller voir ensuite des entrepreneurs professionnels, des spécialistes
qui, eux, vont vous donner une vraie cotation, une vraie soumission, et c'est eux qui vont procéder à l'installation, évidemment. Nous, on ne fait pas le travail des autres, on va dans les trous où il y a on vient en amont, en aval, donc on travaille en complémentarité avec ces gens-là. Donner un exemple de projet de dimensionnement de petites installations. C'est un projet qu'on a fait avec Luc, notre présentateur en chef, dans les 4 dernières années. Les logos, c'est des partenaires avec qui on a participé à ça. Donc, plusieurs partenaires. Dans le fond, dans les 4 dernières années, on a réalisé ce type d'études énergétiques-là pour 14 propriétaires de baux de villégiature, donc des propriétaires de chalets, une pourvoirie, un poste d'accueil de ZEC également. On a réalisé également 15 diagnostics de fonctionnement, donc là, sur des installations qui existaient où on aidait les gens à optimiser et donner des conseils pour avoir des meilleures performances de leur système. On a travaillé à élaborer des dossiers de financement. Puis le point qui est vraiment très intéressant, puis vous êtes en primeur à le savoir, on a développé dans ce projet-là un site web qui s'appelle monchalavert.com. Qui est très intéressant parce qu'il permet en ligne de faire le dimensionnement d'un système énergétique. Donc, vous n'avez pas à vous taper les calculs, vous rentrez vos données, vous rentrez vos informations, vos équipements, vos appareils, et puis ça sort en bout de ligne un diagnostic, un mini-diagnostic. Donc, il vous dit, voici tant de panneaux solaires vous auriez besoin, tant de batteries. Puis après ça, allez voir le fournisseur pour vous faire une soumission. Puis ce qui est très intéressant, puis ça, c'est important, les gens qui utilisent ce site-là peuvent par la suite partager leurs données dans une base de données qui est strictement confidentielle, mais qui, va nous aider à faire un portrait de l'utilisation de l'énergie dans le territoire public. C'est complètement inexistant pour l'instant, ça. Puis si éventuellement on veut lever des nouveaux financements pour aider les gens, les propriétaires de chalets, par exemple, à s'installer des systèmes, il faut avoir un portrait de l'état de base et cet outil-là sert spécifiquement à ça. Cet outil-là vient également avec un guide pratique qui reprend un peu les mêmes informations, mais plus détaillées, où on voit aussi le détail des calculs pour ceux que ça intéresse. Et ces 2 outils-là, le guide et le site, seront lancés prochainement officiellement là, par nos organisations. Donc, on vous invite déjà, si vous voulez aller voir le site, vous pouvez l'utiliser en vous créant un compte. C'est quand même très, très simple. Quand on arrive dans des sites qui sont plus évolués, c'est-à-dire où là, on n'a pas juste quelques consommateurs, mais par exemple une municipalité, une pourvoirie, un camp forestier, un site touristique, là, on se ramasse où il y a plusieurs utilisateurs différents, puis c'est très problématique d'utiliser le tableau qu'on a là, le même tableau qu'on utilisait. Parce qu'en fait, on ne peut pas déterminer vraiment le nombre d'heures d'utilisation de chaque équipement dans chaque bâtiment. Ce n'est pas une mince tâche aussi de savoir tout ce qui est à côté. Ça dépend de l'occupation, ça dépend de l'utilisation des outils, il y a souvent des imprévus. Donc, il nous faut vraiment déterminer de base d'une façon beaucoup plus précise le profil de consommation, c'est-à-dire la charge du site en tant que tel, donc la consommation des occupants. Donc, quelle est la solution que là, on a apportée à ça, en fait? C'est qu'on a développé une étude énergétique qui est plus évoluée. C'est-à-dire que c'est une étude qui débute avec une visite du site où on prend le relevé de tous les équipements énergétiques qu'il y a sur le site. Par la suite, on installe un système de mesurage qui nous permet de mesurer exactement la consommation électrique. Souvent, on peut voir même sur le téléphone pour les gens, les propriétaires du site, etc. On note les habitudes. Donc, par la suite, ça nous permet de commencer une étude donc, où on décrit le site, où on regarde aussi la consommation. Ça, c'est un exemple à droite là, de graphique qui montre en fonction des heures du jour, le nombre de kilowatts qui est tiré au mois d'août en vert, au mois de juin en rouge. Vous voyez que ça varie même d'un mois à l'autre. Ça, c'est l'exemple d'une pourvoirie où en rouge, on a un forfait qu'on dirait américain, c'est-à-dire que les repas sont pris, c'est les 3 heures de repas, les pics, où les repas sont pris dans la cuisine principale. Et en été, là, c'est plus des clients de style européen, c'est-à-dire que là, les repas sont pas nécessairement tout à la même place, pas nécessairement dans le bâtiment, dans la cuisine, c'est dans les chalets à l'extérieur, en camping, etc. Donc, on voit qu'il y a une variation, donc c'est important. En fait, c'est la signature du site. Chaque site est différent, ça, c'est très important. Et ces graphiques-là vont varier pour chaque site. Puis c'est l'intrant principal pour bien dimensionner le système. Une fois qu'on a fait ça, on sait combien ça consomme, on y va au point 3, on dit, bon, ben maintenant, où est-ce qu'on peut couper et est-ce qu'il y a des ajouts à faire? Donc, on va donner un exemple, couper sans nécessairement affecter la qualité de vie des occupants. Donc, donne un exemple, ici, on avait un site, pourvoirie, qui avait un réchaud, genre un réchaud buffet qu'on voit souvent, qui était électrique,
qui lui coûtait à opérer en diesel là, 1300, 1400 $. Et puis, on l'a changé pour un au propane. Ça lui a coûté 3000 d'investissement, mais en bout de ligne, beaucoup moins cher à opérer par année. Donc, ce qui fait qu'au bout de 2,8 ans, là, le système s'est payé. Donc, c'est extrêmement avantageux. Donc, c'est ce qu'on appelle une mesure d'efficacité énergétique. Une fois qu'on sait où on coupe et qu'est-ce qu'on ajoute, par exemple, le propriétaire nous dit on va ajouter un nouveau chalet, etc. Là, on fait le point 4, le profil de consommation électrique planifié. Donc, la nouvelle consommation avec laquelle on va dimensionner le système. Au point 5, on regarde, bon, qu'est-ce qu'il y a d'énergie renouvelable aussi disponible sur le site? Est-ce qu'il y a du vent? Est-ce qu'il y a une rivière, de l'eau? Le soleil, en général, est toujours présent au Québec, ce n'est pas problématique. Et une fois qu'on a ces informations-là, bien là, c'est là qu'on rentre dans le volet des simulations énergétiques. C'est-à-dire qu'on a un logiciel qui s'appelle Homer Énergie. Ce logiciel-là, qu'est-ce qu'il permet de faire? Comme vous voyez ici dans la figure, on rentre, par exemple, en haut à gauche, la génératrice diesel actuelle qui est une 30 000 watts. Le logiciel peut nous dimensionner la meilleure génératrice qui est optimisée à la consommation. On peut rentrer les charges, donc la charge actuelle et la charge planifiée, comme je vous ai parlé. Puis, on a un onduleur. En fait, un onduleur, ça permet de convertir à droite la production solaire et les batteries en courant alternatif pour être consommées par la charge. Donc, c'est un peu le cerveau, c'est lui qui gère un peu tous les échanges d'énergie entre les différentes composantes. Et puis, le logiciel va nous, quand on va simuler, va nous donner la quantité optimale de panneaux solaires et optimale de batterie également pour que le coût de l'énergie sur 25 ans pour votre installation soit le plus bas possible. Donc ça, puis on peut, là, on a mis juste du solaire, mais comme vous voyez en haut, on peut rajouter des éoliens, des turbines hydrauliques. On peut même dire, est-ce qu'on veut prolonger le réseau d'Hydro? C'est arrivé, l'Hydro-Québec est à 4 km, si on prolonge le réseau, souvent, c'est très avantageux de le faire. Donc, c'est un petit peu tout ça qu'on fait. Donner un exemple très simple. Regardez ici, vous avez un exemple de cas réel où on a simulé différents scénarios. Donc, si on prend par exemple, le premier, c'est toujours le scénario actuel, la référence à laquelle on se compare. Donc, dans ce cas-là, vous voyez, on a une consommation électrique de 210 kWh par jour avec une génératrice de 30 kW, sans énergie solaire, sans batterie, donc pas d'énergie renouvelable. Le deuxième scénario, on a juste appliqué les mesures d'efficacité énergétique. Donc, on baisse la consommation de 210 à 130, mais on garde la même génératrice. Le scénario 3, on est toujours efficace, mais on dit « choisis-moi la meilleure génératrice ». On voit que ça chute du tiers à 11 kW. Par la suite, scénario 4 et 5, on fait la même chose, mais là, on intègre du solaire et on demande de trouver la meilleure quantité de solaire avec 4 sans une certaine quantité de batterie et au numéro 5 avec le double de batterie. Donc, on voit des pénétrations à droite de 54 à 62 % d'intégration d'énergie solaire. C'est-à-dire qu'il y a 54 ou 62 % de l'électricité totale qui serait fournie par le solaire dans ce cas-là. On fournit également dans cette étude-là des indicateurs environnementaux qui sont souvent liés aux subventions pour faire l'installation des systèmes. Donc, comme par exemple, ici, vous voyez, on est passé, mettons, du scénario 1 de 15 000 de litres de diesel à 4 000 au scénario 4. On voit que ça réduit les heures de génératrice. On réduit évidemment les réductions de GES. L'avant-dernière colonne, là, on réduit jusqu'à 30 tonnes par année. Puis, ça permet d'avoir un financement là, qui est relié aux tonnes de GES économisées. On donne également des facteurs économiques qui sont souvent très importants. Je vous pose une petite question. Quel serait le choix énergétique si vous étiez propriétaire de cette installation-là? En général, quand je t'en dirais que je laisse le temps aux gens de plus de répondre, je vous dirais, mais là, je vais en profiter pour prendre une petite gorgée de café. Donc, comme vous voyez ici, bien évidemment, le scénario actuel ne demande pas de capital initial. C'est le business à joue-joie. Ce qui est important de voir, c'est que présentement, ça coûte 59 cents le kilowattheure d'électricité. On n'est pas à 8 cents comme sur Hydro-Québec. Ça, c'est faible. J'en ai fait des sites à 2,30 $ du kilowattheure pour vous donner une idée, puis il y en a à 4 et 5 $ du kilowattheure. Donc, c'est très avantageux d'intégrer des énergies renouvelables. Si vous regardez, par exemple, le scénario 4, qui est le scénario qu'on a retenu, on est capable d'abaisser de 4 cents le kilowattheure. Avec un retour sur investissement en bas de 10 ans. Mais ça, c'est des chiffres qui datent de quelques années. Je vous dirais qu'avec l'augmentation du carburant, c'est encore plus bas là, présentement.
l'optimisation de la génératrice, c'est vraiment pas à négliger. Vous avez ici une courbe qui représente un peu la performance d'une génératrice. Sur l'axe horizontal, vous avez, mettons, le pourcentage de la charge qui est demandé à la génératrice. Je donne un exemple. Mettons que j'ai une génératrice de 100 kW, puis je lui demande juste 50 kW, je suis à 50 ici au niveau de l'axe horizontal. Si je m'en vais sur la courbe, ça donne un rendement en bas de 30 Une génératrice gros max, c'est 35 de l'énergie chimique du fioul qui est convertie en électricité. Le reste, c'est toutes des pertes. Puis je peux le mesurer aussi en kilowattheure à droite, en kilowattheure d'électricité par litre de carburant. Donc, donnons un exemple concret pour notre voirie qu'on parlait. Elle consommait en moyenne 8,8 kW sur une génératrice de 30 kW. Donc, elle est à 30 de sa capacité. Si je m'en vais sur le graphique, ici à 30 c'est le point jaune. On voit que je suis à la limite de la zone à risque. Si je ne fais qu'appliquer des mesures d'efficacité énergétique dans ce cas-là, je me ramasse que je diminue de 8,8 à 5,5 ma consommation, tout en gardant ma génératrice de 30, je suis à 20 de capacité. Donc, je tombe au point rouge dans la zone à risque. C'est-à-dire que j'utilise ma génératrice sur le idle ou le throttle, là, dans le langage commun là, que tout le monde comprend. Donc, c'est-à-dire que là, la génératrice risque de s'encrasser, il risque d'avoir du glaçage de piston. Définitivement, ça va augmenter l'entretien et ça va définitivement réduire la durée de vie de la génératrice. L'idéal, dans ce cas-là, d'où l'idée de dimensionner avec une génératrice optimale, que le logiciel nous a donné à 11 kW. Donc, en faisant notre 5,5 kW sur 11, on est à 50 et là, on tombe dans une zone beaucoup plus intéressante qui s'approche de la zone optimale, qui est environ à 70-75 de la puissance nominale là, de la génératrice. Donc, c'est extrêmement important. Puis, vous voyez le rendement, là, on passe de 2 kW par litre à 1,7 à 3 kWh pour chaque litre de combustible. Donc, c'est là qu'on voit vraiment l'efficacité de ça. Puis, on est également capable de fournir dans l'étude comment évolue, par exemple, le taux de retour sur investissement en vertical versus le prix du carburant en dollars du litre. Donc, on voit dans ce cas-là que pour chaque augmentation de 20 cents du litre du carburant, on diminue d'un an. Donc, dans ce temps-là, c'était fait à une pièce, c'est quasiment rendu à 2 piastres, c'est sur les sites isolés, loin. Donc, on peut dire qu'on a diminué là, de quasiment 5 ans les retours sur investissement qui sont sur ce graphique-là. Donc, c'est extrêmement intéressant. Puis à la fin, en conclusion, on résume en fait dans un tableau avec des indicateurs, mais là, on y va avec des couleurs, que ce soit visuel. Donc, ce qui est rouge est désavantageux, ce qui est vert est très avantageux. Donc, on voit relativement rapidement, ça saute aux yeux, que le scénario 1 et 2 ne sont vraiment pas les mieux. Le scénario 3 est avantageux au niveau économique. Le scénario 4 est avantageux moins au niveau des capitaux, parce que c'est sûr qu'il faut investir dans des systèmes solaires, mais les autres indicateurs sont tous verts ou jaunes. Donc, à la suite de ça, on émet des recommandations. Donc, on dit le scénario 1, c'est pire encore que le scénario. Le 2 est pire que le 1. C'est-à-dire que quand on fait de l'efficacité sans changement génératrice, on l'a vu tantôt, c'est pire que bien dans ce cas-là. L'ajout du solaire au scénario 4, c'est une option qui est intéressante. Qui a une valorisation marketing également au niveau de la solution, qui est économiquement rentable aussi. Et on pourrait éventuellement doubler les batteries si on veut plus d'autonomie, mais évidemment, ça coûte un peu plus cher. Donc, en bref, ces études-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que en combinant l'efficacité énergétique et l'énergie renouvelable, ça permet de réduire les coûts, donc plus de profit pour ceux qui habitent qui gèrent ces sites-là. Moins de pollution, meilleure qualité de vie. Plus grande autonomie, plus grande pérennité énergétique dans le temps, parce que le carburant ne fera qu'augmenter. Donc, les solutions qui sont déjà rentables vont l'être encore plus tard. Donc, quand vous avez cette étude-là en main, les gens sont capables d'aller voir des fournisseurs, des manufacturiers spécialisés afin de faire coter et de faire installer leur système d'énergie renouvelable. À ce sujet-là, si vous allez sur le site esq.québec, donc Énergie solaire Québec, c'est un organisme sans but lucratif qui a répertorié sur une carte un répertoire de tous les fournisseurs de systèmes d'énergie renouvelable au Québec. Et ces fournisseurs-là ont été validés par cette personne-là. Une personne indépendante qui a fait le tour, qui a posé beaucoup de questions. Ici, ils sont sur le site, ce sont des gens fiables. Il y en a dans toutes les régions du Québec, donc je vous conseille fortement, si vous voulez faire une installation, d'aller chercher des fournisseurs là-dessus et de peut-être faire au moins 2 à 3 soumissions.
Mais rappelez-vous que chaque site est différent. Les chiffres que j'ai donnés là, ça dit que pour un site et pour votre site, c'est définitivement pas la même chose. Chacun a une empreinte digitale qui est différente. C'est un peu dans ce sens-là. Attention aussi aux arnaques. J'ai déjà vu des gens qui ont acheté une génératrice à bon prix sur Internet, Amazon, puis là, il y avait toutefois certains inconvénients. C'est des machines qui ont peu de durée de vie, des fois, pas de garantie, pas de documentation, pas de service après-vente, etc. Je vais vous donner un exemple. Cette génératrice-là, elle a été montée en avion dans un site isolé. Elle a été installée, elle a fonctionné 50 heures et elle ne peut pas être réparée. Donc, il a fallu qu'il la redescende en ville, qu'il en rachète une autre. Donc, évitez, pour économiser 2 000 $, des fois, c'est une génératrice qui en vaut 10 000. Vous êtes mieux d'acheter tout de suite une marque reconnue qu'un fournisseur fiable. Ça évite ce qu'on appelle les économies de bout de chandelle. Donc, c'est important d'être très vigilant, d'où l'importance d'avoir des fournisseurs reconnus. On a réalisé à peu près, je vous dirais, une vingtaine, entre 20 et 30 de ces études-là dans différents points que vous voyez ici au Québec. L'étude complète, on a mis ensemble toutes ces données-là pour être en mesure de tirer des tendances générales. Et puis, l'étude est au site web qui est là, dans Électricité Québec, où on donne un peu les résultats, les grandes tendances qui en ont sorti. Pour vous donner un exemple, évidemment, je pourrais passer juste 1 heure juste sur cette étude-là. Et pour vous donner un exemple de résultats qu'on a dans cette étude-là, comment varier en fonction de la grosseur du site? Donc, en horizontal, vous avez la consommation en kilowattheure par jour. Plus à droite, plus ça consomme. Et en vertical, vous avez en vert le pourcentage de réduction des GES et en jaune, le pourcentage de l'électricité qui vient du solaire. On compare toujours le scénario de résultat de notre étude optimale solaire génératrice avec le cas de référence qui est la génératrice. Donc, on voit que quand on a de petites installations comme un chalet, par exemple, ou les premières que je vous ai parlé, bien, on est capable d'aller chercher une très forte pénétration puis toute la réduction des gaz à effet de serre. Quand on monte, on est capable d'aller en chercher quand même encore, mais évidemment un peu moins parce que c'est les batteries. Quand ça prend beaucoup de batteries, ça augmente les coûts. Donc, mais il y a toujours moyen de trouver la bonne solution possible. Puis même à droite, à ce temps, il y a des nouvelles technologies qui permettent de monter là, ces courbes-là ici à droite. Les points saillants de ces études-là, donc les vendeurs d'équipements auront toujours la prétention de satisfaire tous vos besoins, mais nous, on trouve que c'est important d'aller chercher un avis externe qui est fait par quelqu'un qui est indépendant, qui ne vend pas d'équipement, pour avoir la meilleure solution énergétique et à partir de là, aller contacter les fournisseurs pour avoir des soumissions et faire installer. Donc, en gros, l'équation, c'est la chute drastique des panneaux solaires PV dans les 10 dernières années. Ça a chuté de 80 %. Plus une durée de vie utile relativement grande. Puis les panneaux solaires, ça reste simple d'entretien. C'est un choix avantageux pour les sites isolés du réseau. Voici des exemples qu'on a eus qui sont tirés de notre étude. Là. Le coût de revient de l'énergie a fondu de 7 à 70 % en fonction des sites. Les gaz à effet de serre de 74 à 100 % et le temps de fonctionnement de la génératrice de 41 à 100 %. Ce n'est pas à négliger. Les gens qui vont sur des sites veulent avoir une tranquillité sonore également. Donc, ça complète un peu le volet études énergétiques. Donc, pour conclure, je vais y aller avec tout le volet un peu la vision de la transition énergétique. On va y aller plus global au niveau du Québec. En fait, le gouvernement a annoncé il y a quelques temps là, vouloir augmenter de 50 % la production d'électricité au Québec. Donc, passer de 200 environ à 300 TWh. C'est des ordres de grandeur, ce n'est pas les chiffres exacts. Ce qui valait à ajouter l'équivalent de 13 centrales romaines, qui est 8 MW. 13 fois 8, à peu près une centaine de TWh. Il faut comprendre que ça, ce n'est pas d'ajouter de 13 centrales romaines, c'est de trouver l'équivalent énergétique de ça. C'est une cible qui est pour le moins très ambitieuse, comme le dit Hydro-Québec, puis même nous. C'est sûr que si on veut éventuellement un jour s'approcher de ça, il va falloir. On croit que ce n'est pas en faisant juste des barrages qu'on va faire ça.
Il va y avoir plusieurs modes d'action qu'il va falloir qu'ils soient mis en place. Il va falloir qu'il y ait de la gestion, moins de gaspillage, donc une meilleure sobriété énergétique. Souvent, ce n'est pas des choses très complexes, comme moi chez nous, là, je ferme les lumières quand je m'en vais, quand je n'utilise pas une pièce, j'utilise mon énergie de façon adéquate. Toute la valorisation des rejets thermiques, c'est extrêmement important. Alors, savez-vous qu'au Québec, il se perd l'équivalent chaque année de 10 centrales romaines en rejet thermique dans les procédés industriels qui n'est pas récupéré. Donc, on récupérait 10 de ça, on récupérait déjà un 7-8 TWh. Donc, ça, c'est extrêmement important. Oui, il pourrait y avoir peut-être de nouvelles centrales hydro, déployer le solaire, l'éolien. Puis quand on parle de solaire et d'éolien, il faut parler de stockage parce que c'est intermittent, ça ne produit pas en même temps que ça consomme. Donc, il y a un enjeu de stockage électrique et thermique qui est relié directement à ça. Par exemple, au Québec, je vais y aller plus avec le solaire parce que c'est la filière vraiment, le parent pauvre des énergies renouvelables au Québec, je vous dirais. Alors, regardez la comparaison de notre province au niveau de l'Alberta, de l'Ontario. Donc, on est à 17 mégawatts, puis en Ontario, ils sont à 3100, puis en Alberta, 1100. Donc, on est vraiment en retard au niveau là, de l'installation solaire au Québec. Présentement, au Québec, si vous voulez vous installer sur le réseau une installation solaire, il y a une seule alternative, c'est de vous installer en mesurage net sur Hydro-Québec. C'est-à-dire que vous avez un compteur bidirectionnel qui compte l'énergie que vous envoyez, mais vous n'êtes pas payé pour. Vous avez un crédit sur votre facture d'Hydro-Québec. Donc, idéalement, il faut que vous produisiez en bas de ce que vous consommez, sinon vous le perdez. Il y a environ 800 installations, petites installations de ce type-là, puis ce n'est pas plus que 5 mégawatts au total. On est au Québec là, à plus de 40 000 mégawatts d'hydroélectricité. Ça vous donne une idée. Là. Puis il y a deux moyens, c'est soit 20 kW max pour des résidentiels ou 50 000 watts max pour des clientèles commerciales sur le triphasé. Évidemment, nous, on croit que si on veut intégrer le solaire au Québec, il faut vraiment élargir cette perspective-là. Il faut s'assurer d'avoir des coûts d'investissement d'intégration au réseau qui sont le plus bas possible. Il faut développer des incitatifs gouvernementaux. Puis éventuellement, comme il y a de partout ailleurs, partout où le solaire est intégré, il y a souvent des programmes gouvernementaux là, qui supportent ça. Hydro-Québec doit définir éventuellement un prix de rachat d'électricité, mais ça, c'est assez complexe parce que ça prend un décret gouvernemental. C'est ce qu'on appelle un FIT programme. Pour en savoir plus en allant chercher sur Internet. On croit fondamentalement à la décentralisation. C'est-à-dire qu'on croit qu'il y a les municipalités, les MRC avec leur fédération pour être un agent extrêmement catalyseur du développement de ces filières-là. On l'a déjà vu avec l'éolien, d'ailleurs, les MRC sont partenaires, mais dans le solaire, ça devrait être la même chose. Puis pour s'assurer d'avoir une diversité d'intégration, oui, des grands parcs solaires, des installations de moyenne puissance, mais également des petites installations sur les résidences, sur les toits des résidences qu'ils désirent. Il faut démocratiser l'installation. Le solaire, c'est l'énergie renouvelable la plus simple et on est capable d'intégrer ça pour des particuliers sous forme même d'une économie à la source pour le réseau. Vous allez voir, je vais vous présenter quelque chose tantôt qui est très intéressant là-dessus. On croit que dans ce sens-là, la connaissance est importante parce qu'il faut avoir un mécanisme d'acceptabilité sociale. L'adhésion est extrêmement importante pour la transition énergétique. Il ne faut pas rentrer ça dans la gorge du monde. C'est un peu pour ça qu'on fait des séances comme aujourd'hui pour informer les gens. Moi, je crois fondamentalement que, quand on intervient, vous voyez les différents axes d'intervention qui sont ici, ils contribuent à cette acceptabilité sociale-là. On a également, nous, faisons partie, comme d'autres, de différents organismes institutionnels comme l'Escouade Énergie, le catalyseur de l'innovation en transition énergétique. Il y a également l'Escouade au niveau de l'intégration numérique. Donc, ce sont tous des organismes. Quand nous, on reçoit un projet qui est un peu plus gros que nos compétences seules, on réfère à ces organismes-là qui permettent de vous aider, puis en plus d'aller chercher des financements pour aider à résoudre là, les problématiques. Il y a le volet R&D est extrêmement important. Au Québec, c'est important de développer des nouvelles technologies. Vous avez ici 4 exemples de technologies avec qui on n'a pas tout fait de A à Z, évidemment. On a contribué à différents niveaux à ces 4 produits-là. Vous avez, par exemple, le chauffe-eau solaire qu'on est en train de développer avec l'entreprise Giant, que je vais vous parler plus en détail.
On a une éolienne éolienne qu'on va installer prochainement à Jonquière sur notre site de Panay. La 3e génération, on a déjà la première, on va l'enlever, on va mettre la nouvelle génération. On avait développé à l'époque avec Nordis Marine des hydroliennes. On a également contribué avec MTT Technologies pour essayer de faire la recharge de leurs petits véhicules électriques tout-terrain à partir d'énergie renouvelable. Vous donner un exemple de projet R&D très, très simple, là, le chauffe-eau hybride solaire direct et hydroélectricité. En fait, l'idée est née là, en 2011. Là, Hydro-Québec avait fait un essai pour intégrer des chauffe-eau, chauffer l'eau domestique, mais à une échelle très, je vous dirais, solaire thermique, c'est-à-dire pas des panneaux photovoltaïques qui font du courant, mais des panneaux avec de l'eau chaude, avec du glycol qui circule à l'intérieur. Et puis, ils avaient conclu à l'époque que ce n'était pas rentable au Québec, c'était problématique avec le climat froid. En plus, les panneaux solaires depuis ce temps-là ont chuté, les photovoltaïques, donc ça nous a allumé une idée, un flash. On s'est dit, est-ce qu'on pourrait prendre un chauffe-eau qui est alimenté par Hydro-Québec. Donc, par exemple, vous voyez les lignes en rouge ici. Et on viendrait rajouter un 4e élément qui, lui, sera alimenté par du solaire avec un mécanisme de protection, mais sans onduleur, sans régulateur. Donc, c'est pour ça qu'on dit un PV direct. Pour diminuer le plus possible les coûts, parce que ce qui coûte le cher d'un système solaire, ce n'est pas les panneaux, c'est les onduleurs, les régulateurs et toute l'électronique. Donc, on a travaillé dans une première étape avec l'ETS à faire des études avec des étudiants pour voir la rentabilité économique. On a été conforté, des simulations, etc. Par la suite, on a commencé une validation expérimentale au groupe de recherche écologique. Chez Giant Industries, on a implanté des panneaux solaires sur le toit. Dans leur laboratoire, on a développé un chauffe-eau. On a fait des tests. Et là, présentement, on est rendu à l'étape 3 où on l'installe dans une résidence ici même à Saguenay. Et puis, l'objectif de ça, éventuellement, c'est de refaire un peu la même chose qu'Hydro-Québec avait fait à l'époque, en 2009, mais sur le chauffe-eau photovoltaïque hydro. Donc, on est en train de travailler là, avec des partenaires, dont entre autres Hydro-Québec et d'autres partenaires, pour lever un financement, là, pour faire un projet pilote sur quelques dizaines de résidences, pour vraiment le caractériser dans une situation réelle avec des vrais consommateurs, que sont des citoyens, des commerces ou toutes sortes de gens là, de divers horizons. Donner un exemple très rapide, là, vous le voyez ici, c'est l'installation solaire là, qui a été faite sur le toit, 8 capteurs de ce résident-là, dans le domaine luxuaire, ici même à Saguenay. On a eu une petite entrevue à Radio-Canada, quotidien là-dessus. Là, présentement, on est en train de finaliser le chauffe-eau en laboratoire, d'avoir les certifications CSA pour être en mesure d'aller l'installer dans la résidence puis mettre en branle les essais. Il faut comprendre que si un jour il devient commercial, ce ne sera pas exactement la même forme. Là. Ce boîtier-là ne sera pas là. Ça, c'est plus un boîtier pour instrumenter, pour mesurer tout, pour être capable de le caractériser. Très important avec des capteurs solaires, s'il y a de la neige, il faut l'enlever, c'est l'entretien qu'il y a à faire. Puis dès qu'il y a un petit coin du capteur solaire qui est couvert, la production chute drastiquement. Donc, c'est important d'avoir aucun ombrage, même partiel, là, sur les panneaux solaires. Donc, voici des programmes de financement qui existent. Il y a les programmes éco-performance qui, eux, permettent de faire, en réalité, de financer soit des analyses, comme je vous ai parlé tantôt, des études, ou l'implantation même des systèmes. Nous, on peut assister les gens à monter ces demandes de financement-là. C'est disponible pas seulement aux entreprises. Donc, on en a déjà fait une, par exemple, pour une église. Donc, c'est ouvert pas nécessairement aux clients industriels, je vous dirais. Il y a également le programme EcoLeader qui vient d'être relancé, qu'Isaac va vous parler tantôt. Lui, il favorise des pratiques éco-responsables, mais lui, il est disponible seulement pour les entreprises. Puis tout le volet recherche, développement, donc le CRSNG finance une multitude de projets qui peuvent être faits. En bref, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il existe beaucoup de financements. Je ne vous les présenterai pas tous, mais si vous avez des fois des questions là-dessus, nous, on les connaît quand même assez bien. On peut vous guider puis vous accompagner là-dedans. En terminant, notre petit nouveau que je vous parlais tantôt, notre centre Terre et ses satellites. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est un nouveau laboratoire. On a travaillé quand même plusieurs années. On a obtenu le financement en juin 2022. Présentement, là, on a fait les appels d'offres d'ingénierie, architecture pour faire les plans et devis. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Les firmes ont été retenues. C'est un projet qui est financé par le gouvernement du Québec, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Desjardins, Rio Tinto, Promotion et Ville-Saguenay, ainsi que, évidemment, le Cégep de Jonquière. Ça, c'est une allure architecturale des dessins préliminaires.
Ça ne ressemblera peut-être pas à ça, mais ça vous donne une idée. Ça va être situé sur le site Panay où on a déjà notre éolienne. En fait, le but de ce laboratoire-là, c'est à la base de faire de la recherche appliquée avec l'entreprise. Donc, développer des nouveaux produits, développer des nouvelles méthodes, des nouvelles techniques plus performantes, améliorer des choses. On va s'en servir également pour de la formation. Ça va être une vitrine technologique. Les gens vont pouvoir venir sur ce site-là, venir voir les choses. Ça va être accessible au public en période de semaine, le jour. Donc, il va y avoir également une piste cyclable alentour du site. Ça va être vraiment un carrefour de diffusion de connaissances parce que tout ça va être relié avec près de 500 capteurs pour lesquels on va avoir des plateformes numériques. Vous allez pouvoir aller voir sur Internet, sur des sites, les performances, des choses intéressantes. Puis on va bonifier aussi nos sites satellites, notre fameux site du Grève et de Saint-Bruno, que je vous parlais tantôt, les instrumenter, les ramener dans la vitrine centrale. De même qu'un nouveau projet satellite là, à Saint-Roch-de-Richelieu, le projet Tournesol, qui est la photo ici en bas. Et en haut, c'est le groupe de recherche écologique dans le majestueux fjord du Saguenay. On voit un peu à quoi ça va avoir l'air sur notre site panel. Donc, vous avez votre bâtiment principal. Ici, on a la tour de mesure météo qui est déjà là, l'ancienne éolienne qui va être enlevée et descendue plus bas pour être un outil pédagogique. Il y a une nouvelle éolienne qui va être à quelque part ici. Ce n'est pas encore exactement statué. On a déjà un petit bâtiment qui est ici, mais tout le reste est nouveau. Donc, la piste cyclable que je vous parlais autour, des sentiers d'interprétation. Il va y avoir aussi, ce qui est intéressant, un micro-village, une mini-pourvoirie ou un mini-site isolé, vu qu'on travaille beaucoup là-dedans, parce qu'on va pouvoir, avant d'aller sur le terrain, expérimenter dans ce contexte-là, dans le sud, avant d'intégrer dans le nord, parce que souvent, quand on arrive à des nouvelles technologies dans le nord, c'est pas le temps vous comprenez, on est loin, si on a besoin de boulons, puis on ne les a pas, bien là, c'est problématique. Tandis qu'en les expérimentant, en les validant dans le sud, ça peut être avantageux. Puis c'est à côté de l'autoroute 70, très visible. Puis on a également ici, là, à gauche, en haut, tout le parc industriel. Donc, on a un peu une signature d'entrée de ce nouveau, de ce parc industriel-là, de cet éco-parc industriel-là. Très sommairement, pour terminer, comme ce qui va distinguer ce laboratoire-là des autres au Canada, c'est qu'on va avoir toutes les sources d'énergie renouvelable et charges disponibles, tant au niveau électrique, comme vous pouvez voir ici. Donc, on va avoir des panneaux solaires, des éoliennes, des systèmes qui représentent un peu la production de l'eau. On va avoir également des génératrices diesel qui ne serviront pas à alimenter constamment, mais qui vont servir à faire des couplages pour les sites isolés. Puis toutes sortes de charges, des bombes de recharge, des bancs de charge plus standards, des charges réelles, du stockage, des batteries, des réservoirs d'eau. Puis on va pouvoir opérer à les deux lignes du milieu, soit en réseau sur Hydro-Jonquière ou soit en réseau avec notre micro-village. Puis on a la même chose au niveau thermique. Donc au niveau thermique, on va avoir en bas à gauche de la géothermie, foyer de masse, chaudière électrique, chaudière au granule. On va avoir des systèmes, des murs à chauffage à l'air, un banc d'essai de chauffe-eau. Donc, c'est un laboratoire vraiment polyvalent. Par exemple, quelqu'un arrive, dit « Moi, j'ai un nouveau modèle de thermopompe, je veux tester ça avec des panneaux solaires. » Parfait. On s'organise, on se fait un partenariat. On installe ça, par exemple, sur notre nouvelle place. On va avoir des places pour brancher des nouveaux équipements également. C'est un peu ça qui est important de comprendre. Puis également, il y a le volet formation. Donc, ça, c'est des exemples de formation là, qui sont donnés présentement par notre service de formation continue au Cégep. Là, un sur le dimensionnement et l'assemblage de panneaux photovoltaïques. Donc, sur le site web de Mastera, cette formation-là, pour l'instant, elle était gratuite, mais je ne sais pas si toutes les places sont remplies. Mais vous pouvez la voir sur le site de Mastera. Donc, on donne différentes formations là, qui peuvent être données pour les gens. Donc, en conclusion, la transition socio-écologique, c'est un chantier gigantesque, on s'entend. Donc, il nécessite la concertation d'un peu tout le monde, de tous les acteurs, du gouvernement jusqu'aux citoyens. Pour y arriver, c'est important d'être cohérent, puis avoir plusieurs actions, pas juste toutes miser sur l'hydro, ou comme je vous ai expliqué tantôt, de miser sur plusieurs sources, dont l'efficacité énergétique, qui est la préalable à l'installation. Avant d'installer, il faut faire de l'efficacité, extrêmement important. Se rappeler que chaque situation est unique et nécessite une planification qui est sérieuse si vous voulez aspirer à un succès. J'ai vu beaucoup de monde installé avec un dimensionnement de coin de table. Puis, quand ils sont arrivés, ils n'ont pas mis assez de batterie. Puis, au lieu que le batterie dure 10 ou 15 ans, ils ont duré 2 ans. Il a fallu qu'ils en mettent 35-40 000 dans le système. Ils n'étaient pas vraiment contents parce qu'ils n'avaient pas mesuré leur installation. Ils avaient pris des charges à peu près comme ils pensaient avec un fournisseur.
Puis en bout de ligne, ils sont arrivés que ça a fait des surcoûts par la suite. Donc, très important de faire une étude avec mesurage qui est très rigoureuse et idéalement indépendante. L'adhésion sociale doit se marier à toutes les solutions techniques. Ça, souvent, on voit les entrepreneurs qui ont plus tendance à... La technique, elle existe. Les solutions, souvent, ils existent. Mais comment on la transmet aux gens? Parce que les gens, après, quand ils ont les systèmes, il faut qu'ils soient capables de s'en occuper. Donc, c'est important d'informer les gens. Puis, évidemment, les collèges, les universités, les institutions sont des outils ou des gens qui peuvent vous aider dans vos efforts pour arriver là, à vos aspirations énergétiques. Donc, le CPA Centre-Terre, une équipe orientée solutions avec ses partenaires. Donc, les contacts sont là. On a également des pages Facebook, donc Centre-Terre ou Centre de production automatisée. Si vous voulez suivre un peu ce qu'on fait, vous n'avez qu'à aimer la page Facebook et ça, il y a de l'information qui circule là, donc ça peut être intéressant là, pour vous si ça vous intéresse. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup de votre participation, puis je vais demeurer disponible pour les questions. Merci, Martin, pour cette présentation. En fait, avant de passer à la période de questions, je vais passer la parole à Isaac pour faire une courte présentation du côté du Fonds Éco-Leader et par la suite, Andrea animera la période de questions. En fait, Isaac. Oui, vous m'entendez bien? Excellent. Donc, bonjour à tous. En fait, je voulais profiter de l'occasion aussi pour, comme le disait Martin, le Fonds Éco-Leader est de retour, donc c'est officiel. Donc, je voulais présenter rapidement comment est-ce qu'on peut vous aider. Donc, si vous êtes fait inspiré aujourd'hui par Martin avec ses études, ses plans, on a de l'argent pour vous si ça vous intéresse. Donc, le Fonds Éco-Leader, qu'est-ce que c'est? C'est une initiative du gouvernement du Québec, plus spécifiquement du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Dans le fond, on est chapeauté par les FAQDD et le CQDD. Donc, les personnes du Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous allez sûrement connaître le CQDD étant à Alma. Puis, notre conseiller en technologie propre, c'est Écotech Québec. Notre but au Fonds Éco-Leader, en fait, c'est de soutenir et orienter les entreprises pour améliorer le bilan environnemental. Donc, c'est vraiment en ligne avec la présentation d'aujourd'hui. Puis, notre but, c'était de rejoindre 20% des entreprises jusqu'en 2023. Puis, ça a tellement bien fonctionné, ça se réitère sur 1 an de plus, puis probablement plus encore par la suite. Donc, on finance pour les pratiques d'affaires éco-responsables et les technologies propres. Qu'est-ce que c'est rapidement une pratique d'affaires éco-responsables? C'est un peu tout ce qui touche à la gestion, l'amélioration des performances économiques, mais en même temps, on répond à un enjeu environnemental. Alors qu'une technologie propre, c'est vraiment un bien, un équipement. Donc, un peu tout ce que Martin a parlé niveau panneaux électriques, panneaux solaires, chauffe-eau, etc. Donc, où est-ce qu'on peut vraiment résoudre un problème puis avoir une contrepartie qui va être bien meilleure que ce qu'on trouve sur le marché présentement. On peut déposer de 2 façons, soit comme entreprise unique. Donc, on dépose, on se fait accompagner par l'expert grâce à ça. Ou, encore une fois, on peut aller avec une cohorte d'entreprises, ce qui peut être très intéressant. Donc, ici, on a quand même plusieurs entreprises aujourd'hui présentes. On va faire des économies d'échelle, puis ça va te permettre aussi de partager les connaissances entre les différentes entreprises. Donc, qui peut être très intéressant. Sinon, je vous invite fortement à aller visiter le site web du Fonds Éco-Leader. Vous pouvez y trouver un répertoire d'experts si jamais vous avez d'autres projets qui pourraient vous intéresser, ainsi que plusieurs programmes de financement qui sont disponibles, autant fédéraux, provinciaux ou régionaux. Puis pour vous inspirer, on a plusieurs vidéos, articles, portraits qui pourraient vous aider peut-être à juste vous donner des idées de ce que vous pourriez faire. Donc, si suite à ça, vous êtes intéressé justement à peut-être faire des travaux avec Martin, je vous inviterai à contacter l'agent de votre région que vous voyez à l'écran, tout simplement pour avoir plus d'informations parce qu'avec la remouture du Fonds Éco-Leader, il va y avoir des nouvelles modalités. Je ne veux pas trop mouiller aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas été annoncés officiellement. Ils vont l'être vendredi. Mais à ce moment-là, vos agents vont pouvoir davantage répondre puis vous accompagner là-dedans. Puis eux, ils vont pouvoir vous aider, que ce soit pour n'importe quelle subvention, recherche d'experts, liaison avec M. Bourbonnais.
Donc, je vous invite à les contacter si jamais ça vous intéresse, puis vous êtes intéressé à faire ce genre de débat. Donc, en fait, on va pouvoir passer directement à la période de questions. Bon, ben, merci à vous deux. Fait que pour la période de questions, là, je vais vous inviter à lever votre main ou à ouvrir votre micro là, pour poser vos questions. Sinon, il y a toujours là, la boîte de discussion. J'ai déjà, Andréane, on vu peut... une question d'un spectateur anonyme, comme il s'identifie. Oui. Est-ce que le site Mon Chalet Vert est applicable à des résidences principales? Je pourrais peut-être commencer avec cette première question-là. C'est vraiment une très bonne question. Je dirais oui et non. Ça dépend. À la base, le site Mon Chalet Vert était vraiment fait dans le cadre d'un site isolé avec une génératrice. Donc, le comparatif est avec une génératrice. Toutefois, vous pourriez l'utiliser pour dimensionner, pour rentrer vos équipements que vous avez dans votre maison, pour dimensionner votre système solaire jusqu'à un certain point, du moins le nombre de watts par jour, etc. Mais il faut comprendre que les équipements qu'on a mis là-dedans, c'est plus pour les sites isolés. Puis le volet économique, c'est-à-dire le retour sur investissement, ces choses-là, ben là, nous, on le calcule comparé à une génératrice. Donc, par rapport à Hydro-Québec, ce n'est pas vraiment la même chose. Mais en partie, pour tout le volet là, du tableau des charges, le dimensionnement, oui, vous pourriez l'utiliser. Toutefois, si vous l'utilisez, on vous demanderait à la fin de ne pas verser l'information dans la base de données nécessairement, parce que nous, on vise plus à faire le portrait des sites isolés. Et je vous dirais que c'est une idée peut-être éventuellement pour bonifier l'outil, qui pourrait être fait là, avec un onglet. On choisit au départ hydro hors hydro, puis on pourrait peut-être, ça pourrait être intéressant. Je ne sais pas si ça répond à votre question. On peut enchaîner là, avec la seconde question. C'est de Aurore Lucas. Bonjour, pourriez-vous développer sur les enjeux hivernaux de panneaux photovoltaïques? N'y a-t-il pas moyen d'avoir des systèmes de dégivrage ou déneigement? À la base, le panneau photovoltaïque produit plus pour un même ensoleillement en hiver qu'en été. Le mois le plus productif au solaire au Québec, c'est le mois de mars. Parce qu'il y a quand même beaucoup de soleil et il fait froid. Un panneau solaire, ça produit mieux quand il fait froid que quand il fait chaud, pour une même quantité de soleil. Je ne dis pas qu'au mois de février, ça produit plus qu'au mois de juillet, parce qu'au mois de février, il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas beaucoup de soleil. Mais si je prends une journée qui a 500 watts par mètre carré en moyenne au mois de mars, ça va produire plus qu'au mois de juillet. OK? Donne une idée. Bon. Les enjeux hivernaux, en fait, donc c'est un avantage. Les enjeux, comme vous dites, ben, en effet, le déblaiement des panneaux est vraiment l'enjeu, parce que dès que c'est caché, évidemment, on ne produit pas. Donc, c'est l'enjeu principal d'entretien, il est là. Il existe des panneaux qu'on appelle dits bifaciaux. Donc, ce sont des panneaux, en fait, qui captent le soleil qui arrive directement et le soleil qui rebondit de partout par en arrière. Donc, ces panneaux bifaciaux-là ont l'avantage de se dégeler plus rapidement au printemps. Ou quand il y a une tempête de neige, parce qu'il y a de la chaleur qui vient d'en arrière. Donc, c'est extrêmement intéressant. Donc, ça permet de les déneiger semi-automatiquement, si on peut dire. Mais ces panneaux-là doivent être installés pas sur une couverture. Si on a un toit, puis ils sont collés, non, il faut qu'il y ait une distance. Donc, soit sur poteau au sol, sur une couverture plane, il faut qu'il y ait une réflexion en arrière. Donc, quand on est l'hiver, c'est encore plus avantageux parce que la neige réfléchit encore plus que le sol en été. Donc, c'est très avantageux. Quand on est dans des sites qui sont isolés, non accessibles l'hiver, vos chalets, vos pourvoiries, n'importe quoi, là, c'est intéressant d'avoir une option où on peut mettre les panneaux à la verticale pour l'hiver. Donc, il n'y aura jamais de neige qui va s'accumuler dessus. Puis, ça va permettre de garder vos batteries à 100% de leur charge. Donc, ça qui est extrêmement important. Parce que si les batteries baissent trop basses l'hiver, ben, vous risquez d'endommager et de réduire grandement leur durée de vie. Donc, c'est sûr qu'on pourrait développer des systèmes qui chauffent les panneaux, mais il faut comprendre que si on fait un système qui chauffe le panneau, on consomme l'électricité, puis économiquement, selon moi, ici au Québec, ça ne sera pas rentable. Donc, le bon vieux système manuel, il y a des systèmes quand même assez simples là, pour déneiger les panneaux qui existent. Donc, c'est un peu d'y porter attention à ce niveau-là. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. On peut rester le plus longtemps
On peut dépasser le 13 heures là, si vous avez d'autres questions. Mais je pense pas qu'il y ait d'autres questions pour... Il ne semble pas avoir d'autres questions. En effet, comme on va dire, une fois, deux fois, trois fois. Donc, ça a été peut-être assez clair ou pas intéressant. Bien. De toute manière, s'il y a des gens qui ont, à l'après, justement, la rencontre, qui ont des questions, ben, pour notre part, là, pour la suite, là, je vais transmettre l'information. Je vais transmettre aussi le lien de l'enregistrement que vous pourrez revoir, puis vous aurez les coordonnées là, de moi, que ce soit Andrea Lalande, Isaac Forêt du côté de la Côte-Nord, pour justement rentrer en communication avec nous, puis on pourra vous mettre en lien avec M. avec Martin Bourbonnais là, pour que vous puissiez là, poser vos questions et avoir les réponses. Oui, c'est ça. Pour discuter tout simplement là, des fois là, sur des idées que vous avez pour des projets ou peu importe, là, on est là pour vous aider. Bien, ben, merci bien. Il y a quelqu'un qui vient de lever la main. Je vais permettre de parler. Oui. Allez-y, faites pour Vous Madame m'entendez? Dernadour. Oui, on vous entend bien. Oui, je voulais savoir, c'était par rapport au programme d'aide dont vous avez parlé durant la présentation. Je voulais savoir si ces programmes s'adressaient seulement aux particuliers ou est-ce que, par exemple, les municipalités, les MRC et autres organismes pouvaient les utiliser aussi? Pour le programme Éco-Leader, il était réservé dans son ancienne mouture seulement aux entreprises. Et je ne crois pas que ça va nécessairement changer. Dans le cadre du programme Éco-Performance, qui permet aussi de financer des analyses ou de l'implantation de systèmes, il n'est pas restreint aux entreprises. Donc, comme je vous disais tantôt, j'ai déjà travaillé avec une église. Je crois qu'on peut travailler également avec les municipalités, etc. Pour ce qui est des particuliers, il n'y a pas de programme directement pour l'instant là, qui est en jeu. Puis souvent, les particuliers, les installations sont plus petites. Donc, ces programmes-là peuvent fournir, mais le financement est tellement peu, donc c'est OK. moins avantageux. Ça l'avantage plus des installations, peut-être dans le cas des particuliers, qui seraient peut-être un peu plus grosses. Il faut comprendre aussi qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent parce qu'avec les derniers budgets fédéraux, il y a des crédits d'impôt qui ont été annoncés pour les gens qui veulent s'installer des énergies renouvelables. Je n'ai pas encore les détails de tout ça, mais selon moi, là, écoutez, il y avait, je pense, au-dessus de 80, c'était un des plus gros postes budgétaires au fédéral dans le dernier budget. Donc, selon moi, les crédits d'impôt, là, tout dépendamment à qui vont être ouverts, vont être incitatifs là, au niveau des gens là, pour s'installer, par exemple, des systèmes solaires. Là. OK. Et si je peux me permettre, s'il n'y a pas d'autres personnes qui ont d'autres questions, en ce qui concerne les municipalités ou les organismes, est-ce qu'il y a une capacité ou un truc maximal par rapport à ce qu'ils peuvent installer par projet ou ça va dépendre, ça va être au cas par cas? Ben, pour l'instant, si on se fie à la réglementation actuelle de Hydro-Québec, le mesurage net limite à 50 kW l'installation en mesurage net. Mais je sais qu'il y a beaucoup de groupes qui font des représentations au gouvernement, puis que le gouvernement n'a pas encore annoncé qu'est-ce qu'il veut faire exactement. Là. Donc, le solaire va avoir beaucoup de changements, là, selon moi. Parce que si on veut installer des installations plus grandes, je comprends ce que vous dites, vous êtes une MRC ou une municipalité, puis vous avez des aspirations pour mettre un parc plus grand. Moi, je pense que les nouvelles avenues que le gouvernement va proposer là, vont devoir tenir compte de ça aussi. T'sais. Fait que si les besoins sont manifestés, nous, on pousse de notre côté, il y a d'autres organisations qui poussent. Donc, si les clients potentiels comme les municipalités peuvent faire des représentations aussi au niveau des ministères, des gouvernements, ça peut être extrêmement intéressant. Là, on pourra en reparler de ça si vous le désirez, madame. OK, merci beaucoup. Merci. D'autres personnes qui auraient des questions, des interventions? Vous pouvez... Non, ça a l'air à aller. Bon, ben, sur ça, sur le mot de conclusion, je tiens à... C'est un partenariat que des différents CRE là, du Conseil régional de l'environnement du Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'Abitibi-Témiscamingue et Côte-Nord
une collaboration des 3 régions. Fait, merci à mes collègues qui ont également travaillé avec moi pour préparer ce webinaire. Merci à M. Martin Bourbonnais. Merci encore une fois là, pour le partage de votre expertise. C'était très intéressant. En fait, je vous rappelle que ce webinaire se fait dans le cadre de la campagne Climat de changement, qui est un projet qui est financé et réalisé par le gouvernement avec l'appui financier du gouvernement du Canada. Comme je vous mentionnais tout à l'heure, là, je vais vous transmettre justement le lien pour que vous puissiez réécouter justement le webinaire. Et si jamais il y a des questions, vous aurez aussi des coordonnées des différents chargés de projet des différentes régions que vous pourrez nous contacter, puis on pourra vous mettre en lien là, avec M. Bourbonnais. En fait, encore une fois, merci à vous de votre participation et au plaisir de vous revoir à dans une prochaine activité dans vos régions respectives ou une autre activité là, interrégionale. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Bonne fin de journée.